Puis la journée continue. Direction la salle des fêtes, où tout se déroule relativement bien, si ce n'est que ma femme n'aura que des mots pour ses parents lors de son discours et pas un seul pour moi. Les seuls mots gentils seront adressés à ses parents, pas un seul pour moi. Par ailleurs, elle ne sera quasiment jamais assise à côté de moi tout au long du repas, préférant faire le tour des tables. Ce que j'ai fait aussi, mais j'ai quand même pris le temps de manger. Lorsque nous nous croisons, je la sens quelque peu distante. Au moment de croiser nos coupes de champagne bras dessus, bras dessous, elle me dira 3 fois « Je t'aime », mais sur un ton dénué d'affect. Bref, la soirée touche à sa fin et nous sommes invités à nous rendre à la chambre qui nous a été réservée dans un lieu romantique. Nuit de noces malheureusement impossible car ma princesse est fatiguée. Et sur le même ton enjoué que le oui de la mairie, elle me dit que l'on a toute la vie. Phrase qui va durer 6 bonnes secondes. Alors que je me réveille à peine, je la retrouve barbotant déjà dans le jacuzzi. Je suis surpris et déçu qu'elle ne m'ait jamais attendu. Pas très romantique tout cela. Allez, c'est pas grave, on a toute la vie. Le lendemain, on finit le reste du repas puis on nettoie la salle. En fin de journée, ma femme vient et me dit sur un ton plutôt directif « Je te préviens, je mange chez mes parents ce soir », sous prétexte qu'il y avait des membres de sa famille. Soit, mais alors je viens aussi. Il a presque fallu que je m'incruste pour être des leurs. Je pense qu'il s'agit juste d'une incompréhension car nous sommes tous fatigués. Le lendemain, retour à la maison avant les vacances. Ouf. Mais ce n'est qu'un répit de très courte durée. Je ne le sais pas encore, mais 2 pseudo-drames vont faire basculer le mariage. Déjà. J'apprends de ma femme en pleurs, alors réelle ou forcée, que des membres de sa famille ont soi-disant entendu mon père critiquer sa mère auprès d'une personne de mon entourage qui souhaitait savoir qui était ma belle-mère. En réalité, mon père a juste dit « C'était la dame habillée en rose qui ressemblait à un bonbon rose ». Tout simplement parce qu'elle était habillée en rose. Il n'y avait aucune mauvaise intention de sa part. Mais je sais d'ores et déjà que, vu la santé mentale de sa mère, ses propos vont faire l'effet d'une bombe. Elle, en revanche, elle a le droit de critiquer et d'insulter tout le monde en toute impunité, sans possibilité de rébellion, au risque de voir la guillotine tomber. À peine ses larmes séchées, ma femme décide d'ouvrir les étrennes du mariage. Je lui dis que rien ne presse et que l'on verra cela à notre retour de congé. Elle insiste. Elle m'engraine alors le montant des sommes données. Lorsqu'elle me communique le montant de chèque donné par son frère, je ne lui cache pas que je suis un peu surpris par cette somme, et ce d'autant plus qu'elle critique ma famille et moi-même depuis plusieurs mois pour nos soi-disant rapports malsains avec l'argent. J'ai à peine le temps d'achever ma remarque qu'elle m'insulte violemment. « Tu es une merde ! Tu es à dégueuler !» Sans commentaire. Montée d'adrénaline. Moi qui lui demandais une semaine auparavant de ne plus m'insulter. Une fois le dépouillement terminé, je m'étonne alors de ne pas avoir reçu de ses parents ne serait-ce qu'une lettre de souhait, de bonheur. Et là, elle me dit que ses parents préfèrent donner à leur fille. Ces 2 événements m'ont énormément contrariée. Une immense angoisse est montée en moi, comme si déjà je présageais ce qui allait se passer. Et la bouteille de vin que nous avions commencé au repas du midi et que j'ai largement fini n'a rien changé. Plus j'essayais de la raisonner et de relativiser ces 2 événements, et moins elle semblait prête à la compréhension et à la conciliation. La tension n'a fait que monter pour finalement redescendre en fin de journée, jusqu'au moment où ma mère, qui devait passer à la maison, a été témoin de la tension qui régnait. Ma mère a eu alors une phrase malheureuse qui a remis de l'huile sur le feu. Nouvelle engueulade. Témoin de la scène, ma mère nous demande de nous calmer et si l'on continuait, le divorce nous coûterait plus cher que le mariage. Ma femme lui rétorque alors que ce n'était pas un problème puisqu'elle avait eu son jour de gloire. Étrange métamorphose. Dans la journée, j'ai dû prendre un Myolastan car je souffrais énormément du dos. Le médicament cumulé au vin bu le midi n'ont pas fait bon ménage. Je suis à fleur de peau. On est à peine couché que de nouveaux mots éclatent. Elle s'enfuit alors en pleine nuit chez sa mère.
2 jours seulement après le mariage. Les insultes de la belle-mère à l'église, additionnées aux paroles mal interprétées de mon père ainsi qu'à la crise avec ma femme, ne me laissent présager que des ennuis à venir et je pèse mes mots. Le lendemain, j'appelle ma femme pour me fondre en excuses, bien que je sois loin d'être responsable de tout, ni des propos de mon père et encore moins des insultes de ma femme. Aucune réponse pendant 3 jours malgré des appels répétés. Pour mieux me faire culpabiliser, sans doute. Le stress est à son paroxysme. Surtout que nous devons partir en vacances le lendemain. Elle rentrera finalement bien le lendemain, ayant sans doute peur de se retrouver seule, puisque ses parents partent eux aussi en vacances. Mais elle revient avec le regard noir, dénué d'affect et évidemment sans excuse, ne serait-ce que par rapport aux insultes proférées à mon encontre. S'ensuivent 15 jours de vacances, la boule au ventre, pensant déjà à la rentrée et me demandant bien ce qu'il allait se passer avec sa mère. Ces vacances seront parsemées de questions et de remarques étranges. Elle me demandera, par exemple, subitement, « Ça te fait quoi d'être mariée ?» sans qu'il n'y ait eu de discussion sur le sujet, ou bien, en me parlant de son comportement avec son ex, elle me dira « J'y suis allée fort quand même », mais sur ton jubilatoire, mais aussi de menaces. Elle me déclare qu'elle va me faire vivre l'enfer, et ça va être malheureusement le cas. À peine rentrée de vacances, elle me dit « Je te préviens, je ne serai pas là dimanche ». Je lui demande alors où elle sera et me répond « Je serai au vide-grenier avec maman ». J'insiste alors pour venir et pour les aider à porter les affaires. Elle me répond alors « Si tu viens au vide-grenier, je n'irai pas ». En clair, je suis déjà mis sur la touche par ma femme et sa mère. Soudainement, ma femme me dit qu'elle va aller habiter à Paris pour travailler avec son frère et qu'elle redescendra 2 fois par mois. Aberrant. Je la trouve de plus en plus étrange et de plus en plus distante. Pensant lui faire plaisir, je veux réserver un week-end de 3 jours à Venise, dans un très bel hôtel. Le voyage de noces étant prévu plus tard, je lui montre la réservation qu'elle ne regardera finalement pas au motif qu'elle ne peut pas poser de congé. Entre-temps, la photographe nous transmet les photos de mariage. Ma femme agrémente alors son Facebook de quelques photos. Je suis assez surpris du fait que peu de photos de moi sont affichées, d'autant plus que ce sont des photos de sa famille qui apparaissent en premier. De plus, les commentaires des photos sont froids. Mon mari, par exemple. Toujours sur Facebook, autre chose étrange. Alors qu'elle est en train de chatter avec une amie, je surprends la conversation par hasard. Son amie lui demande « Ça te fait quoi de t'appeler Madame X ?» Je pense que la réponse à laquelle elle s'attendait était quelque chose comme « Je suis heureuse » ou « Je suis fière ». La seule réponse qu'elle lui a pourtant faite, c'est qu'il fallait qu'elle change de signature. On dit que la vérité sort de la bouche des enfants. Déjà avant le mariage, la petite m'avait appelé à ma grande surprise « Monsieur, je sais tout ». J'ai évidemment compris qu'elle ne faisait que répéter ce qu'elle avait entendu. Ce que j'ai pu confirmer après le mariage, et alors que la petite mettait la table, elle dit « Ça, c'est l'assiette de l'autre idiot ». Je regarde alors sa mère qui semble gênée, mais elle ne lui demandera même pas de s'excuser. Navrant. C'est pourtant bien la même petite qui déclara le jour du mariage qu'elle était très contente que son papa et sa maman se marient. J'en ai encore les larmes aux yeux. Du coup, j'ai comme l'impression d'être subitement devenue l'ennemi public numéro 1, et que ma femme et ma belle-mère complotent ensemble pour m'anéantir. Plus les jours passent, plus elle devient détestable. Elle laisse mon linge propre dans la machine à laver, ne vide plus le lave-vaisselle, exprès, pour m'emmerder, m'insulte violemment. « Tu as vu ta gueule ?» en me faisant des doigts d'honneur, pique une crise d'hystérie et jette divers objets de la maison, me rabaisse à la moindre occasion. « Tu ne sais pas jouer au squash. Tu es cultivé mais pas intelligent. Depuis que je te connais, j'ai perdu le sourire. Tu n'es pas quelqu'un de bien. Je comprends que tu sois seul. Si tu savais ce que les voisins pensent de toi ?» Je lui demande alors pourquoi elle s'est mariée avec un gars ayant autant de défauts. Elle déforme aussi mes propos. Alors que je venais de couper les branches mortes d'un arbuste, elle va par exemple raconter à la voisine que je l'ai arraché. Du coup, elle viendra toquer à la maison pour récupérer les racines. Ou bien que j'ai cassé une poignée de porte de rage
Sauf que je l'avais démonté la veille devant elle pour graisser le mécanisme. Entre-temps, elle reçoit un avertissement à son travail après une engueulade avec une collègue devant la clientèle. Mais elle se cache bien de m'en parler. Je le découvre par hasard. Je lui en parle et elle me déclare que ce n'est pas de sa faute, mais uniquement celui de sa collègue. Éternelle victime. Nous avions aussi acheté un sac à la petite pendant nos vacances, alors que je lui demande si son sac lui plaît et qu'elle vienne me faire un bisou. Elle me dit du tac au tac que c'est mamie et maman qui l'ont acheté. J'ai l'impression que tout est fait pour me faire passer pour une mauvaise personne. Je perds le contrôle et je ne sais plus quoi faire pour essayer d'arranger les choses. C'est encore l'été. Je propose alors une journée au parc aquatique pour faire plaisir à la petite. Ma femme a été odieuse durant toute la journée avec le regard encore plus noir, encore qu'à l'accoutumée. Alors que j'avais préparé le pique-nique, elle m'informe qu'elle irait manger chez maman le soir au motif que l'on n'avait pas mangé équilibré à midi. J'avais pourtant tout préparé. Viande et légumes grillés, crudités, fruits. Preuve encore une fois que plus je m'épuise à ranger les choses et plus elle les détruit. Elle me raconte que ses clients lui disent « Votre mari a bien de la chance. Si seulement il savait ce que je vis depuis le mariage. » La situation se dégrade de jour en jour. Je lui propose alors que l'on aille voir un thérapeute de couple, ne comprenant pas encore l'ignominie de sa personnalité. Elle me répond « Un psy ? Pourquoi faire ?» Suite à un énième conflit qu'elle a pris soin de provoquer, elle s'enfuit chez sa maman. Une nouvelle fois, silence radio pendant près de 10 jours. Au cours de cette période, je lui envoie des mails de 3 pages, m'excusant de tout, lui répétant mon amour, notre vie à venir. Même pas l'ombre d'une réponse. Je ne sais plus quoi faire. C'est le stress absolu. Je propose alors à mon père de se rendre chez sa mère pour s'excuser de ses propos lors du jour du mariage. Il accepte. Arrivé sur place, mère et fille sont bien dans la maison. Nous sonnons 4 fois, sans réponse, jusqu'à ce que la belle-mère ouvre la vitre et nous dise « Tirez-vous, sinon j'appelle les flics ». Je téléphone alors à ma femme. Aucune réponse. Un étranger aurait sans doute été mieux traité. Pour ensuite me déclarer le lendemain qu'elle et sa mère ont bien rigolé et que j'ai de l'argent à dépenser. Elle faisait sans doute allusion à l'essence dépensée pour venir jusqu'à elle. C'est machiavélique. Elle finit par me contacter de nouveau, soi-disant pour discuter. De discussions constructives. Il n'y en aura aucune. Juste quelques larmes de crocodile ponctuées d'un « ça va, t'as pas l'air trop mal », mais sur le ton de la déception. Elle est juste venue voir si j'agonisais. Elle repart chez maman pour me rappeler quelques jours plus tard sur un ton mielleux et apaisé. Je souffle enfin. Elle me déclare alors qu'elle est en train d'acheter une nouvelle voiture et qu'elle souhaite savoir si c'est pas trop de sous car elle voulait soi-disant garder de l'argent pour la nouvelle maison. Nous faisions en effet compte commun et avions ce projet-là. Je lui donne mon accord, mais je suis quand même dit que visiblement nous n'avions pas les mêmes préoccupations. Changer sa voiture alors que nous sommes en pleine crise de couple. C'est pour le moins étrange. Je découvrirai par ailleurs un peu plus tard que la somme qui m'a été annoncée diffère de celle qui a été dépensée. Elle rentrera finalement à la maison quelques jours plus tard. Définitivement, pensais-je. Toute discussion avec elle sur ce qui vient de se passer est impossible, et de toute façon, je suis coupable de tout. Allez, pas grave, je suis encore prêt à tout encaisser pour sauver mon couple. Mais très vite, le naturel revient au galop. Provocation, insulte, dénigrement, humiliation. Des phrases pourtant déjà entendues avant le mariage. Si tu savais ce que ma mère pense de toi. Ma mère, elle s'est jamais plu chez toi. Ta maison pourrie. Et toutes ces phrases tournent en boucle. Elle me dira même « C'est moche votre truc qui pend ». Castrateur. Par ailleurs, et alors que nous faisions compte commun que depuis quelques jours, je découvre que la moitié du compte courant a disparu et que je n'ai plus procuration sur son épargne sur laquelle je venais de verser la moitié des étrennes du mariage, dont les 3/4 provenaient de ma famille. Comme nous n'avions pas encore réglé toutes les factures du mariage, je lui demande alors de me faire un virement de 400 € pour payer la salle, qui en coûtait 800. Mon compte ne sera finalement crédité que de 200, au motif qu'elle n'a pas assez d'argent sur son compte.
bien que son épargne soit encore de 15 000 euros, même après l'achat de la voiture. J'ai dû payer la différence. Alors que le compte commun est à zéro, après que j'ai récupéré mon dû, mais n'étant pas encore clôturé, je lui demande de ne faire aucune opération sur ce dernier avec sa carte bleue. Pourtant, quelques jours après, une somme approximative de 25 euros a été prélevée. Je lui demande ce qu'elle a payé avec aucune réponse. Plus j'essaye d'arranger les choses, plus je sens une volonté délibérée d'anéantir notre relation. La tension est à son paroxysme. J'ai des palpitations du matin au soir. Face à cette situation, je décide pour la première fois de ma vie d'enregistrer une conversation. Ça tombe bien, c'est son jour de repos et sa maman est dans ma maison pourrie. Là, je découvre qu'en fait, je suis un punching ball sur lequel ces deux folles se défoulent. Ma femme, celle que j'ai épousée seulement 1 mois et demi plus tôt, m'appelle l'autre et se vante mot pour mot que l'autre, il est étonné que je lui ai enlevé la procuration, pendant que sa mère jubile. Elle téléphone également à la voisine en lui disant qu'elle va attendre encore un peu, mais bon, sous-entendu qu'elle va bientôt partir. Je décide alors d'enquêter sur les 25 euros prélevés sur le compte courant. En tapant la somme exacte dans Google, je m'aperçois en fait qu'il s'agit des frais facturés par la poste pour changer d'adresse. Tout a été planifié. Je n'ose y croire. Après une nouvelle dispute où elle est complètement hystérique et plonge profondément ses ongles dans mon bras au point de me faire un gros hématome, nouvelle fuite chez maman. Je me souviens plus combien de temps elle est partie, 1 semaine peut-être, mais rebelote. Excuses, messages dithyrambiques, j'encaisse tout à nouveau. Puis elle revient. 1 ou 2 journées normales. Je lui montre l'hématome qu'elle m'a fait, mais elle me dit que c'est certainement moi qui me le suis fait tout seul. Déni total. Puis elle m'apprend qu'elle m'a enlevé l'attestation me permettant de récupérer la petite à l'école. Je suis assommée. J'ai peine à y croire, et pourtant. Elle m'apprend alors qu'elle est allée voir un avocat pour divorcer et qu'elle veut que je lui signe un papier pour quitter le domicile conjugal. J'ai l'impression d'être en plein cauchemar. 2 mois de mariage et l'on va divorcer. C'est irréel. Je refuse. Je pense même que c'est du bluff. Mais elle insiste. Là, je me dis vraiment qu'elle est complètement folle. Divorcer pour 2 pseudo-drames. Je me souviendrai de son départ. Le vrai, jusqu'à la fin de mes jours. Ce jour-là, ma belle-fille, qui était spectatrice mais consciente de nos tensions, nous dit en se réveillant qu'elle aimerait bien avoir un petit frère ou une petite sœur. Je rebondis sur ses propos et, bien conscient de la situation, je dis à sa mère « Qu'est-ce que tu en penses ?» Et elle me répond méchamment « Non, tu as qu'à le faire seule !» Je lui dis alors que je n'en peux plus de son comportement depuis le mariage et qu'il n'y a plus un jour où je n'ai pas envie de pleurer. Elle me répond alors les yeux révulsés, le regard noir. « Pleure, ça te fera du bien. » Je dois partir au travail, mais avant, je donne des feutres à la petite, achetés la veille, et lui dis que j'aimerais qu'elle me fasse un beau dessin ce soir. Sa mère est particulièrement énervée par ma demande. Je ne comprends pas. Avant de partir, j'embrasse la petite et essaye d'embrasser ma femme. Elle me tend la joue. J'ai l'impression d'avoir un monstre en face de moi. Froid, calculateur, manipulateur, dénué d'émotion. Encore une journée qui commence bien. Elle m'appellera finalement dans l'après-midi sans aucune émotion dans la voix pour me dire qu'elle est partie. J'ai peine à y croire, mais pourtant. À peine 2 mois et demi après le mariage, je rentre dans la maison, le choc. La chambre est à moitié vide, plus de lit, des meubles et des affaires qui m'appartenaient ont disparu. Elle n'a même pas hésité à prendre une très jolie housse de couette que je venais d'acheter. Sur la commode, elle n'a en revanche pas oublié de me laisser une photo et un dessin de la petite. Dans la malle où elle stockait ses papiers, plus rien, si ce n'est les boîtes de nos alliances ouvertes, disposées telles un trophée. Plus de congélateur non plus. Les surgelés sont à même le sol. Je suis dévastée, anéantie, et j'ai du mal à croire ce que je vis. À plusieurs reprises que je lui demanderai de me rétrocéder mes affaires, je n'ai jamais eu une seule réponse. Je n'ai plus aucun doute sur sa personnalité.
Une psychotique perverse dont le seul dessein est ma destruction. La princesse s'est transformée en menthe religieuse. Ce n'est plus Cendrillon, mais juste Cruella. Je suis au bord du gouffre, prêt à en finir. Mais heureusement, j'ai le soutien de toute ma famille. Je ne peux plus dormir dans la maison. C'est trop douloureux et je décide de la mettre en vente immédiatement. Le temps de la vente, je vais dormir chez mes parents qui vivent à 2 kilomètres. Je découvrirai par hasard qu'elle a mis sa robe en vente sur Le Bon Coin. Pour illustrer l'annonce, elle a pris une photo où nous sommes devant le curé. Elle a pris soin de renier tout le côté droit de la photo où était sa famille, mais elle a conservé tout le côté gauche, celle où ma famille s'affiche. La petite me manque. Je souffre. Je sais que sa mère passe tous les matins devant la maison pour l'emmener à l'école. Je l'attends volontairement dans la rue principale, même si je sais que cela va me faire plus de mal que de bien. Elle me fait alors coucou derrière la vitre. J'ai des nausées, je pleure. La pauvre, si seulement elle était en âge de comprendre ce qui se passe réellement. La semaine suivante, je décide d'aller à l'école. J'ai besoin de parler à ma femme et de voir la petite. Alors je me cache. À peine descendue de la voiture, je vais à leur rencontre. Ma femme me fusille littéralement du regard. Il n'y a pas d'autre mot. Je demande alors à la petite de me faire un câlin. Elle se jette dans mes bras. Je pleure. Je lui dis qu'elle me manque. Elle me répond « Moi aussi ». Un matin, alors que j'arrive de bonne heure dans la résidence pour récupérer des affaires, je vois la voiture de ma femme garée chez la voisine. 3 semaines seulement après sa fuite. Je me demande bien ce qu'elle peut faire là. Je découvrirai plus que la veille, elle est allée à un concert avec maman, bien sûr, et qu'elle a fait garder la petite par la voisine. Aucun remords. Elle revient sur les lieux du crime comme si de rien n'était. C'est incroyable. J'attends qu'elle sorte de la maison. Je demande à la petite de me faire un câlin, et là, elle me dit non. Je constate qu'elle a été bien briefée. Quant à sa mère, elle va me réclamer des photos du mariage que le photographe vient de m'envoyer sur un ton méchant et avec un regard de folle. Elle qui avait qualifié quelques jours auparavant son mariage de merde. 2 mois après, nous nous retrouvons au tribunal. Je tremble de tout mon corps. Crise de spasmophilie, je pense. Son regard est toujours le même. Froid, méchant, dénué d'affect. Dans le couloir, je suis près d'elle. Elle est en train de parler à son avocate. Et soudain, je l'entends lui dire « Il est très gentil, je n'ai rien à lui reprocher. Il est juste un peu manipulateur. » Elle m'accuse visiblement de ses propres mots. Je tombe des nues. Mais que fait-on là alors ? Je n'ai pas la prétention d'être parfois parfait, mais s'il y a bien une chose que je ne suis pas, c'est un manipulateur. Les semaines passent. Je suis au plus mal. Je lui envoie un mail ou un SMS par-ci, par-là, et je vais la voir à son travail car j'avais un besoin de comprendre. Comprendre l'incompréhensible. Du coup, elle va porter plainte à la gendarmerie pour harcèlement. Je reçois un rappel à la loi. Je ne le sais pas encore, mais le clou du spectacle n'est pas encore arrivé. À ma grande surprise, elle me téléphone 5 mois après être passée au tribunal. Elle me dit qu'elle souhaite me revoir parce qu'elle a des choses importantes à me dire. Je préfère éviter la rencontre et lui demande de me le dire par téléphone. Elle refuse. Je me demande bien ce qu'elle veut. On décide donc de se voir, on déjeune ensemble. Je suis stressée. Elle commence par s'étonner du fait que je ne porte pas mon alliance. J'ai bien failli m'étouffer. Soit. S'en est suivi alors un monologue dont le seul objectif n'était que des reproches sur moi et ma famille, tous les plus invraisemblables les uns que les autres. Par exemple, alors que ma mère lui avait demandé avant le mariage si elle pouvait être vêtue en ivoire et qu'elle avait totalement acquiescé, là, elle me déclare que ma mère n'avait pas à s'habiller de cette couleur et que ce n'était que de mauvais goût. Elle me reprochera aussi que la veille du mariage, alors que nous faisions un repas avec sa famille et la mienne réunis, ma famille a tourné le dos à tout le monde et qui plus est, a mangé toutes les grillades. Elle me déclarera enfin avoir été dans une colère folle lorsqu'elle s'est aperçue que je l'avais résiliée de ma mutuelle. La liste de reproches est encore longue, mais je préfère abréger. Je l'ai menacée de partir si elle continuait de la sorte. J'en ai
tout de même profité pour lui dire que son comportement depuis le mariage était inadmissible, inqualifiable et pitoyable. En face, un mur. Aucune réponse, aucune émotion, aucun remords. Je me suis dit alors que j'aurais mieux fait de ne pas venir. Elle m'a également dit qu'elle avait appris que je venais de vendre ma maison. J'en ai profité pour lui annoncer que dans la foulée, j'avais acheté une nouvelle villa, mais que je ne pourrais habiter qu'en début d'année suivante. Au cours de cette période, j'habitais donc chez mes parents. 2 à 3 jours plus tard, elle me rappelle en me disant qu'elle veut qu'on mange encore ensemble. J'accepte. Cette fois-ci, cela se passe beaucoup mieux. Elle est de plus en plus dans le registre de la séduction et de la reconquête que du reproche. C'est reparti comme au beau vieux temps. Elle est gentille, m'appelle presque tous les jours, m'envoie des SMS tendres. Elle me demande même de venir habiter avec moi dès que je serai en possession de ma nouvelle maison. J'y crois, là. Je lui rétorque que c'est hors de question, que dans un premier temps, elle ne viendra que le week-end et surtout qu'elle devra faire ses preuves. Elle me répond « Je viens de suite ou pas du tout ». Dans le même temps, elle ira jusqu'à me dire qu'elle m'aime et que je lui manque, qu'elle a envie d'une vie de couple, que l'on va partir en voyage tous les trois l'été suivant, qu'elle sait où elle va, et cerise sur le gâteau, qu'on pourrait même se remarier. Hallucinant. Elle me déclare également avoir demandé à son avocate si elle pouvait arrêter la procédure. Elle prendra tout de même la fuite un soir en plein restaurant parce que je lui rappelais tous les comportements déviants de sa mère avec moi. Je la retrouverai 1 heure plus tard devant chez moi. Elle finira même par s'excuser. C'est bien la première fois. Malgré cette nouvelle crise, je me dis qu'elle a changé et que ça va aller mieux. J'y crois. Je revis après 9 mois d'enfer. Mais ça ne va pas durer longtemps. 1 mois exactement. Du jour au lendemain, et sans aucune raison, elle ne m'appelle plus, ne m'envoie plus de SMS et ne répond plus à mes appels. Je ne comprends pas. Je suis même inquiet pensant qu'elle a eu un accident ou quelque chose de ce genre. Elle va me laisser dans l'incertitude 3 jours, période au cours de laquelle je multiplie les appels, pour finalement m'envoyer un SMS de 3 mots « Je suis malade ». Je lui demande alors ce qu'elle a, une gastro, un état grippal, pour au final me répéter qu'elle est malade. Là, je commence à perdre patience et je lui dis « Oui, j'ai bien compris que tu étais malade. Sous-entendu, tu es malade de la tête. » Enfin, j'ouvre les yeux. Mais c'est trop tard. Je suis tombée dans le panneau une 2e fois. J'ai peine à y croire, mais pourtant, les psys m'avaient prévenu. Attention, elle va revenir à la charge. Nous sommes en juin. Je vais laisser passer l'été avant d'aller la trouver sur son lieu de travail. Elle a son regard de folle habituel et comme justification de son comportement, elle me dira un simple « ça ne marchera pas » et « tu ne veux plus voir mes parents et moi je ne veux plus voir les tiens ». Sauf que je n'ai jamais dit cela et j'étais encore prêt à toutes les conciliations possibles. Elle en profite pour m'asséner un dernier coup en me disant que, si l'on ne s'était pas mariés, nous serions toujours ensemble. Je m'interroge, excusez-moi, encore parfois sur le sens exact de cette phrase. Je suis mal, de nouveau. J'essaye de temps en temps d'établir de nouveau le contact en l'appelant, mais aucune réponse. Je découvrirai plus tard de sa propre avocate qu'elle ne lui a jamais demandé d'arrêter la procédure. Entre-temps, mon avocate m'apprend qu'elle est gravement malade. Gravement malade ? Mais qu'a-t-elle exactement ? Un cancer, me dit l'avocate. Je lui ferai répéter 3 fois pour être sûre que j'avais bien compris. Sur le coup, j'arrive à avoir de la compassion et de la tristesse, malgré tout le mal qu'elle m'a fait. Il se trouve que je la croiserai quelques jours plus tard. Elle a l'air en pleine forme pourtant. Peut-être encore un bon moyen de se faire victimiser. Je pensais alors avoir tout vu et tout entendu, mais il manquait juste la cerise sur le gâteau. Un jour, je tombe par hasard sur sa mère. Mon sang n'a fait qu'un tour. Je lui ai déballé toutes les rancœurs accumulées depuis si longtemps. Ses insultes gratuites, son rôle de complice dans la destruction du mariage, pour des pseudo-raisons, sa personnalité perverse. Elle ne m'a pas répondu un seul mot, mais je ne l'ai pas loupé. Le même jour, quelques heures après seulement, ma voiture est criblée de balles de chevrotine endommageant par là même le portail métallique du garage. Le crime est signé. Oh, ce ne sont évidemment pas elles qui ont tiré. Elles sont trop lâches. Je soupçonne son frère et son meilleur ami.
ancien légionnaire, qui quelque temps auparavant m'avait proposé de régler son compte à notre voisine avec qui nous avions des problèmes. Une vraie famille de malades, décidément, où ces deux folles ne manipulent pas que moi, mais aussi le reste de la famille. Le lendemain, encore sous le choc, ma femme en lui déclarant « Tu n'as pas honte de tirer sur ton mari ?» Aucune manifestation de surprise et aucune dénégation de sa part. Elle répète alors juste des « allô, allô » pour au final me raccrocher au nez. J'ai appelé 4 fois avant d'abandonner. Je suis anéantie après 1 an d'enfer. Mais ce n'est pas fini. Ma femme va de nouveau porter plainte à la gendarmerie pour harcèlement téléphonique entre le mois de mai, période à laquelle elle m'a téléphoné au motif qu'elle a des choses importantes à me dire, et le mois de septembre, date des coups de fusil. J'explique donc la situation à la gendarmerie en leur disant que c'est elle qui m'a appelé tel jour, à telle heure, et les coups de téléphone qui ont suivi sont des appels normaux. Ils constatent en effet ces 2 premiers appels au jour et à l'heure dite et lui demandent pourquoi elle m'a appelé. Elle leur répondra du tac au tac pour lui dire que c'était fini, alors que nous étions passés au tribunal 6 mois avant. Quoi qu'il en soit, comme je n'ai pas assez subi et assez souffert, je finis au tribunal correctionnel, 1 500 € d'amende, 1 mois de prison avec sursis, 2 ans de mise à l'épreuve. Alors que l'enquête pour les coups de fusil sera totalement bâclée et classée sans suite, faute de preuves. Je ne souhaite à personne de vivre une telle violence psychologique. Il est très difficile de comprendre et d'accepter que celle que vous venez d'épouser par amour se soit transformée en un monstre visiblement dénué d'émotions et de remords. C'est destructeur et mortifère. Le choc post-traumatique est alors immense. Cela fait 5 ans aujourd'hui, mais j'en souffre encore énormément et j'ai beaucoup de mal à me reconstruire. Je l'ai aimée, elle m'a abîmée. Je lui ai donné mon cœur, elle a pris mon âme. Voilà, donc c'est la fin de cette histoire. Pour toutes celles et ceux qui désirent partager leur histoire, n'hésitez pas à m'envoyer un email à vetestiu@gmail.com. Je sélectionnerai ceux qui désirent que je mette en ligne leur vécu avec un ou une pervers narcissique afin d'aider les victimes, qu'elles puissent se rendre compte qu'elles ne sont pas seules et que beaucoup d'entre vous vivent ce genre de situation. Je compte sur vous, je vous embrasse tous et toutes et je vous souhaite beaucoup de courage. Je vous embrasse tous, à bientôt.